Donc je vais parler d'adaptation, en fait, ce que nous faisons surtout en Lot-et-Garonne, qui est un département d'Aquitaine, où nous sommes préoccupés par ce changement climatique. J'avoue qu'il y a 15 ans, le changement climatique était pour moi positif. On allait avoir moins de gel, on allait avoir des périodes plus longues de production. Un peu ce qui peut vous arriver ici. J'ai posé plusieurs questions. Je trouve que c'est bien le changement climatique pour vous, au niveau de l'agriculture notamment. Donc, voyons, d'abord, on m'a demandé de résumer en moins de 7 minutes mon intervention. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller sur ce site et à gauche, télécharger des fichiers PDF qui compléteront ma présentation. J'ai travaillé sur la recherche de l'irrigation de précision. Le but étant, dans cette région, d'économiser l'eau, faire en sorte d'apporter juste l'eau qu'il faut, quand il faut, là où il faut. C'est un travail qui nous a permis d'élaborer des technologies qui nous permettent de suivre toutes les 10 minutes, 20 minutes, l'évolution de la réserve hydrique de ce sol. Et donc, on va fixer, avant, c'était évitons les stress par manque d'eau. Aujourd'hui, grâce à ces nouveaux systèmes, on va éviter des jours de stress par manque d'air, parce qu'on le voit ici, les marges de consommation sont réduites quand il n'y a pas assez d'air dans le système racinaire d'un sol. Et cela nous permet vraiment d'économiser entre 30 et 50%. Et par exemple, chez des adhérents, des gens qui suivent ça, ça a permis d'économiser la construction de lacs collinaires, dont on parle, des barrages, puisqu'ils ont réduit de près de 30 à 40% leur consommation d'eau. Ces sondes, ces appareils sont localisés. Comment peuvent-ils représenter une grande surface? C'est à travers le travail sur la télédétection. Comment la télédétection peut nous aider à travers des avions, puis des satellites. Et nous avons retenu que le thermique, et je vous en parlerai à la fin, est un indicateur relativement précis et qui permet d'anticiper un stress sur le végétal. Voilà par exemple des champs de maïs, des vergers, dont on voit la température. Ici, c'est une partie qui n'est pas encore irriguée. Là, on voit les passages des canons avec des zones où le canon a doublé sa dose, où il fait plus frais. Les températures variant autour de 28 degrés pour les zones bien irriguées et pouvant monter au-delà de 38 à 40 degrés pour les zones qui ne sont pas irriguées ou qui devraient l'être. Ce travail sur la télédétection nous a mené à voir la ville dans sa signature thermique. Et on s'est rendu compte que finalement, des champs, c'est beaucoup plus frais qu'une ville. Du coup, nous démarrons un travail de recherche avec des Espagnols et des Portugais sur un programme européen qui s'appelle Adapta Climat 2, qui va juste démarrer, où je vais travailler sur ce lien entre la ville et la campagne autour du climat et de son adaptation. Je suis climatologue, donc voilà des normales pour Agen où je travaille, et voilà les climats de cette année. On est descendu en dessous de jusqu'à moins 15 degrés, alors que la normale est autour de plus 3, et là on est monté à 40 degrés, alors que la normale est autour de 28. Donc le climat est bien variable, et cette variabilité est accrue. On le voit au niveau de la ressource en eau. Il a plu au printemps, c'est un des étés les plus secs depuis 1964. Au niveau des températures, ce sont les maximales moyennes de l'année, 17 degrés dans les années 70. Aujourd'hui, on est à 19 et on a quelques poussées qui démarrent à 20 degrés. À Agen, nous avons le climat de Perpignan d'il y a 20 ans. Pourquoi nous avons chaud? Parce qu'on a parfois des remontées chaudes tropicales qui viennent du Sahara, qui traversent l'Espagne et qui nous arrivent du sud, comme en 2003. Quand l'Espagne est mouillée par les pluies de l'hiver, du printemps, on a 32, 35 degrés. Quand l'Espagne est sèche, on monte à 40 degrés. On monte à 40 degrés parce qu'on a une barrière, les Pyrénées, qui par effet de fan récupère l'eau et par compression de l'air de l'autre côté, nous fait avoir des températures beaucoup plus élevées. Le sud-ouest de la France est plus concerné par le changement climatique que la Côte d'Azur, qui elle est en amont à la Méditerranée. La preuve, ce sont les nombres de jours avec des températures qui ont dépassé, mettons, les 35 degrés, où on voit que maintenant c'est régulier. Et là, je vais vous faire montrer quelque chose. 1976 avait été une année de sécheresse.
nous avait paru exceptionnel. Le nombre de jours où il a fait plus de 30 degrés, supérieur à 30, regardez, aujourd'hui, c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans. D'où l'hypothèse que 2003, qui nous paraît exceptionnel, 15 000 morts en France, c'est quelque chose qui se produira régulièrement d'ici 10 ou 15 ans. C'est l'hypothèse que nous faisons. Si au niveau des températures, on a vu les choses bouger, au niveau des précipitations, ça bouge encore davantage, mais il n'y a pas de tendance à une diminution. Regardez les sécheresses. Tiens, 64, inconscient collectif climatique, la loi sur la pêche peut être votée, tout le monde pense à la sécheresse. 92, c'est après 2-3 années de sécheresse. 2006, c'est après celle de 2005. Donc le climat, pour moi, c'est notre inconscient collectif, c'est lui qui nous mobilise à penser à des choses, malheureusement a posteriori. Mais la ressource en eau, celle de pluie, est plutôt stable. Un indicateur, l'ETP ou ET0, nous donne les quantités d'eau normalement utilisées par des plantes qui couvriraient complètement le sol. On voit que 76 était exceptionnel, l'est régulièrement. 2003 a besoin de plus de 430 mm, alors que la moyenne est autour de 350. Si à cet ETP, je lui rajoute les pluies ou l'inverse, je vois que tous les ans, y compris en 92, ça c'est juste après que le Pinatubo ait explosé, où il a fait plus froid sur la planète et où on a eu plus d'eau, eh bien on voit qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 350 mm de besoin en eau. Ce qui nous fait faire un travail aujourd'hui de dire, jusqu'à présent, par exemple, une année assez pluvieuse, on a besoin de 2000 m3 d'eau à l'hectare pour produire des légumes, des fruits et autres, eh bien, il faudra 3000 si 2003 se produit régulièrement. Ça a des conséquences et on doit réfléchir à quelle solution à ce problème. On a un château d'eau ici, on en a un autre là, on a du sable avec des nappes ici, et puis il y a un bassin versant. Ce que nous préconisons depuis toujours, c'est stocker ce que la glace n'est plus capable de stocker, que ce soit l'eau du toit pour son jardin ou celle des champs pour la nappe. On a l'habitude de puiser dans un puits, mais jamais de remettre de l'eau de qualité dans ce puits quand il pleut. Mais quelle eau stocker quand on sait que sur les 100% de pluie, il n'y en a que 16% qui ruissellent en moyenne. Pendant l'été, il n'y en a plus que quelques pourcents, et donc des conflits. En fait, nous vivons en France, son climat doux, Douce France, vient de ce que 60% de l'eau qui nous tombe dessus s'évapotranspire. C'est ça qui nous fait notre climat, c'est ça qui fait notre agriculture et notre confort. Si je prends la ville, ce n'est plus 60% qui s'évapotranspire, mais c'est que quelques pourcents, 12%. Presque tout ruisselle. Donc il y a une différence à ce niveau qui va avoir des conséquences au niveau du nombre annuel combiné de jours où il fait chaud, mais surtout des nuits où il fait plus de 20 degrés. Et en 2003, après 4 à 5 nuits à plus de 20 degrés le matin, tout le monde râlait le matin, on avait mal dormi et on voulait tous la clim. J'ai peur de la clim parce que la clim va demander davantage d'énergie fossile pour rafraîchir un espace privé et réchauffer l'espace public. Donc, comment allons-nous réagir quand à Bordeaux ou à Agen, on aura tous les ans 10 à 15 jours de nuits horribles à passer? Or, quand on regarde au niveau thermique avec Landsat, le satellite, à Agen, moi je travaille quelque part par là, à côté de l'aérodrome. Là, ce sont des parkings de supermarchés. Là, c'est une zone industrielle. Puis ça, ce sont des champs. Tiens, ça, c'est du maïs, ça, c'est peut-être du sorgho et autres. Les différences de température entre les deux peuvent atteindre plus de 15 degrés. On a vérifié cela. Un chaume, c'est 38. Le verger à côté, c'est 26 degrés. On a donc là une question qu'on doit se poser. L'énergie solaire qu'on reçoit, il y en a plus de la moitié là où il y a de l'irrigation qui nous sert à rafraîchir l'air, alors que si on n'a pas de végétal et si on n'a pas d'eau, toute cette énergie va chauffer cette air et va chauffer ce sol. C'est ce que nous voyons dans les villes, où donc ce que nous préconisons aujourd'hui, c'est un lien, j'ai l'habitude maintenant depuis quelque temps de dire, il y a un fossé qui s'est creusé entre la ville et la campagne. Il serait temps de le remplir d'eau ensemble pour utiliser cette eau en été
quand il y a de la canicule et que monsieur le préfet nous dit arrêtez d'utiliser de l'eau d'irrigation, au contraire, si on a plus de photosynthèse dans la ville, plus de paysans qui irriguent tout autour, avec le vent de sud, on aura moins chaud dans cette ville et j'espère qu'il y aura un lien avec l'agriculture qui sera plus fort pour l'avenir, pour s'adapter au climat.